Alors, comment retrouver le plaisir d'être parent? Eh bien, des solutions existent. C'est sûr qu'il y a des solutions, il y a une vraie promesse de trouver, de trouver de l'apaisement dans tout ça. Mais selon la sévérité du burn-out, le chemin va être peut-être plus ou moins long pour se réenchanter en tant que parent. Alors là, je vais vous parler de quelques pistes qu'il faut considérer quand on touche l'épuisement. La première chose, c'est déjà de prendre conscience de sa souffrance. Vous avez vu le témoignage de ces mamans. Il y a un moment qui marque, en fait, cette prise de conscience, qu'on est en souffrance et puis que ça ne peut plus continuer comme ça. Donc ça, c'est le premier pas vers le changement. Souvent, voilà, c'est lié à un moment en particulier, un moment où les limites ont été franchies, soit en acte, soit en pensée. Et là, le parent se mobilise, il va devenir acteur de son changement. Et en fait, ce qui est important, c'est de considérer cette situation de crise comme une opportunité, une manière de grandir, de mieux se connaître et d'aller vers quelque chose de différent. Alors, lorsque les parents se demandent ce qui se passe dans leur parentalité, où ils en sont par rapport à l'épuisement, eh bien, il existe une application qui aide à déterminer à quel point on est proche du burn-out parental. Cette application a été créée par l'équipe de Belgique. Il y a en fait 23 items qui mesurent les 4 symptômes du burn-out parental, donc l'épuisement, la distanciation émotionnelle, la perte de plaisir et l'effet de confiance. Donc ça, vous trouvez ça sur Internet et puis voilà, vous pouvez télécharger l'application et faire le test pour voir où vous en êtes. Alors, s'entourer et rompre la solitude, ça va être quelque chose d'important, ça, quand on prend conscience de son épuisement. Trouver le courage d'en parler avec d'autres parents, parfois dans des groupes thérapeutiques, mais ça peut être sur des blogs. Là, à droite, c'est un blog qu'on trouve sur Internet, il y a des forums, il y a des choses comme ça. L'idée, c'est vraiment de sortir de son isolement parce que c'est libérateur. Et le fait de se retrouver avec d'autres parents qui vivent la même situation, ça permet de normaliser la souffrance. Ça fait baisser la culpabilité, ça redonne du courage. Donc, ça permet de se rendre compte qu'on n'est pas seul dans cette situation et que ça n'est pas un signe d'incapacité, loin de là. Ensuite, il y a aussi l'importance de demander de l'aide quand on en a besoin. C'est quelque chose qui n'est pas facile parce que même pour certains, c'est même pas considéré comme une option. Mais certains parents ont tellement l'habitude d'assumer les responsabilités qu'appeler au secours, c'est comme un aveu de faiblesse, en fait. Euh, donc, ça peut être aussi un peu tabou, ça peut être une honte, ça peut être le signe d'un échec personnel de demander de l'aide. Ça renvoie aussi à un sentiment de ne plus contrôler le cours de sa vie. Donc, le parent a besoin de courage pour faire cette démarche, mais je pense qu'un parent qui est très épuisé a vraiment intérêt à essayer de faire cette démarche-là, parce que c'est quand même plus difficile de s'en sortir tout seul. Alors, se faire accompagner par un professionnel, ça permet de déposer sa souffrance, de ne pas se sentir jugé, parce que les professionnels ne sont pas censés juger les personnes en souffrance. Ça permet de se sentir reconnu dans là où on en est. Ça permet de dédramatiser, de reprendre confiance en soi aussi. Et puis, on peut construire des outils de compréhension et envisager des changements, explorer des pistes qui vont modifier notre quotidien et puis progressivement se réenchanter en tant que parent. On va travailler sur la balance personnelle pour rétablir une balance un petit peu équilibrée. Et puis pour ça, on va explorer 4 pistes. C'est déjà explorer quels sont les stresseurs, les identifier. Et puis peut-être pouvoir retirer des stresseurs qui sont inutiles, parce que des fois, quand on a la tête dans le guidon, on ne se rend plus compte de tout ça. Mais peut-être qu'on peut retirer certains stresseurs. On peut aussi en alléger peut-être. On peut aussi mieux utiliser des ressources
qui existent, mais qu'on a un petit peu oubliés, qui sont camouflés à l'intérieur de soi. Et puis, on peut ajouter des nouvelles ressources qui ne sont pas existantes aussi. Et puis, on va apprendre à prendre du temps pour soi. Parce que le parent épuisé a pris soin de tout le monde sans s'occuper de lui. Donc, il a oublié de s'oxygéner. Mais sans oxygène, on ne peut pas vivre. Donc, c'est important d'accorder du repos à son corps, à son esprit, de ralentir le rythme, apprendre à dire non sans se sentir coupable, et puis reconnaître ses propres limites. Donc, on va essayer d'identifier tout ça. Et puis, de considérer que prendre soin de soi, ça n'est pas égoïste. Et les études montrent que le temps dont le parent dispose pour lui est un facteur protecteur du burn-out parental. J'aime bien ces deux métaphores, celle du haut, ces masques à oxygène que lorsque un avion est en situation de dépressurisation, il y a les masques à oxygène. Et puis, on nous dit toujours de mettre le masque d'abord sur soi avant de le mettre sur son enfant. Parce que si on n'est plus en capacité de s'occuper de son enfant, ben, voilà, l'enfant va aussi en pâtir. Donc, dans la vie, c'est un petit peu ça aussi. Si on ne s'oxygène pas, on ne va plus être en mesure de pouvoir s'occuper de son enfant. Et puis, par moment, il faut jeter l'encre et puis s'arrêter un peu et se dire, stop, je prends un peu du temps pour moi, je prends soin de moi. Donc, j'aime bien ces deux métaphores. On peut travailler aussi sur les compétences émotionnelles. Ces compétences-là jouent aussi un vrai rôle protecteur face au burn-out parental. Et ce qu'on entend par compétences émotionnelles, c'est la capacité à reconnaître et nommer les émotions qui nous envahissent, les accueillir sans jugement, les comprendre d'où elles viennent, les identifier, comment elles se manifestent en soi, et puis décider ce que l'on veut en faire. Donc, plus les compétences émotionnelles d'une personne sont élevées, et plus elle sera résistante au stress, à l'anxiété et la dépression. Donc, c'est des choses à considérer dans les soins que l'on va apporter aux parents. Ensuite, dans la démarche de guérison, le parent va apprendre à tolérer l'imperfection, la sienne, celle de l'autre parent et celle de ses enfants. Le parent va aussi apprendre à recentrer ses priorités et choisir ses combats, ne pas mettre tout au même niveau et de se dire, il y a des choses qui peuvent attendre, ça n'est pas prioritaire, ça n'est pas urgent. Et puis vraiment d'apprendre à prioriser les choses. Et le parent va aussi apprendre à développer de l'autocompassion. C'est l'antidote au perfectionnisme et au surinvestissement parental. Donc, ça amène un regard plus positif sur soi. Ça amène du respect par rapport à ses propres limites, de la tolérance par rapport à qui on est. Et ça permet d'utiliser aussi les erreurs ou les expériences difficiles comme des opportunités. Le parent va aussi devoir apprendre à déléguer et raviver la dimension d'entraide et de partage. Comme sur un bateau, parce que pour faire marcher un bateau, il y a un capitaine, mais le capitaine, il ne fait pas tout. Il dirige, il délègue des tâches, et déléguer n'est pas un aveu d'échec. Hein. Accepter de l'aide, c'est développer la valeur de la solidarité, justement. Donc, c'est intégrer que l'on ne peut pas tout faire et que c'est bien d'être une équipe. Ensuite, on va aussi soigner son image de parent, parce que l'image de parent est souvent altérée dans les situations de burn-out parental. Et on va travailler à rétablir une image de soi positive. On va arrêter de se dire qu'on est nul. On va restaurer une idée d'être une bonne maman ou un bon papa. Et le parent va travailler sur ses idéaux pour qu'ils deviennent plus réalistes, plus accessibles. On va travailler sur l'estime de soi parce qu'on a besoin d'être validé dans son rôle de parent, d'être validé par son conjoint ou sa conjointe, par son entourage, par soi-même et accepter aussi les compliments. Ensuite, on va prendre soin de sa coparentalité chaque fois que cela est possible, bien sûr. Dans les situations de séparation, de divorce difficile, bien sûr qu'on ne va pas pouvoir travailler sur cette dimension, mais chaque fois que c'est possible, on va le faire. C'est un facteur de protection aussi important dans la dynamique de la famille.
La coparentalité est parfois source de grandes tensions, d'hostilité, de dévalorisation réciproque comme ça, mais elle peut être aussi source de grandes ressources quand on peut compter sur l'autre, quand on est très fatigué un jour et de dire ben, prends le relais, là j'en peux plus, et puis vraiment de se considérer comme une équipe et de trouver des solutions ensemble. Et puis on va travailler sur la revalorisation des relations avec les enfants aussi, parce que ça contribue à faire baisser le stress parental. Il y a finalement, les styles éducatifs varient d'un parent à l'autre. Il n'y a pas de juste et de faux, hein, parce que l'éducation, franchement, tout le monde a un avis dessus. Mais voilà, chacun fait du mieux qu'il peut et chacun son style. Mais ce qu'on peut considérer, c'est qu'il y a des pratiques éducatives qui sont plus fonctionnelles que d'autres. Et l'état d'épuisement du parent est parfois tel que le parent finit par s'énerver de la même manière, mais pour tout, même pour des choses qui n'ont pas d'importance. Finalement, tout est mis sur le même pied d'égalité et on perd la crédibilité auprès de nos enfants quand on s'énerve pour tout finalement. Donc, on va parler des pratiques éducatives, on va travailler sur comment être consistant en tant que parent, comment apaiser les conflits, comment ne pas surréagir à tout moment. Là, il y a aussi des pistes très concrètes à mettre en place. Et le but, c'est de renforcer, légitimer le parent dans ses compétences éducatives pour qu'il retrouve des repères qui soient fonctionnels. Et ça va contribuer à lui redonner confiance. Alors, être un parent, je pense que ce qui est important, c'est être un parent suffisamment bon, sans chercher à être parfait, et considérer la parentalité positive comme un phare. Parce qu'on a tous des failles en tant que parents. Et les failles, c'est bon pour le développement de l'enfant, parce que à trop vouloir être un parent parfait, on transmet de la pression aussi, de la norme, de la perfection à nos enfants. Et puis finalement, ça va être nos enfants qui vont partir en burn-out, à force d'être tout le temps sous stress aussi. Donc, c'est bien les failles, c'est bien les doutes, c'est bien les ajustements. Ce qu'il faut, c'est renforcer le sentiment de compétence, déculpabiliser le parent et considérer finalement la parentalité positive comme un phare qui nous guide, une direction dans laquelle aller et non un idéal à atteindre. On ne va pas chercher à atteindre cet idéal-là. Et je pense que nous pouvons mettre la même énergie et la même bienveillance vis-à-vis des parents que ce que nous sommes capables de déployer vis-à-vis de nos enfants. Une petite minute philosophique. Je pense que c'est important que les parents apprennent à accueillir ce qui est, cesser de se juger, faire la paix avec son imperfection et cesser de se faire la guerre. Accepter ses erreurs, ses échecs, se considérer comme son meilleur ami, accueillir ses faiblesses et cultiver ses forces. Et je pense que dans tous ces tourments de burn-out parental, la méditation peut être aussi une option qui peut aider aussi le parent à s'apaiser. Parce que la méditation permet de s'accorder des moments de paix, des moments d'ancrage. Et puis, ça peut être une option pour certains. Je ne dis pas que c'est la réponse pour tous les parents, mais ça peut être une option pour certains. Voilà. Et pour finir, j'aime bien cette citation qui dit « Pendant que nous poursuivons l'inatteignable, le réalisable nous semble impossible ». Cette citation est de Robert André. Voilà, je vous remercie pour votre attention.